Bonjour, rebonjour en fait, bonjour aussi aux associations parisiennes qui nous suivent. Donc en fait on va aborder la question du cahier des charges, notamment aujourd'hui sur l'angle fonctionnel. Il faut savoir qu'il y a deux parties en fait dans un cahier des charges, notamment en termes de projet web, il faut savoir déjà comment vous vous positionnez en matière dans le monde associatif, comment votre association en fait se positionne par rapport à votre activité, que ce soit dans l'agriculture, dans l'éducation, dans l'environnement, et aussi quel objectif vous voulez atteindre en matière de communication, pour quel public, pour remplir quels besoins et dans quel ordre. Donc la séance d'aujourd'hui, ça sert vraiment à déterminer à quoi va servir votre site web, à qui, et quelles vont être les grandes fonctions en fait de votre site web, que ce soit communiquer, diffuser, partager, réserver, et ainsi de suite. Un cahier des charges, c'est l'essentiel d'un projet web. Ça va vous permettre en fait de structurer toute votre démarche, de pouvoir poser les choses de manière écrite, de pouvoir en fait avoir une démarche qui est cohérente sur le web et avec la finalité de pouvoir le transmettre à un prestataire ou à quelqu'un qui va développer ou qui va en fait créer votre site web. Soit vous êtes en mesure en fait d'aller chercher un prestataire, soit vous pouvez aussi faire appel à un certain nombre de bénévoles en matière de développement. Donc un cahier des charges, en fait, globalement vous avez deux définitions. C'est l'expression de besoins, de ce que vous voulez en fait en matière de communication. Des besoins qui ont été bien sûr recueillis, recensés auprès de vos membres associatifs, de vos bénévoles, de vos utilisateurs, de votre public, et qui ont été analysés suivant votre secteur associatif. J'entends par là, vous allez créer vraiment, par exemple, dans le cadre d'un site web en matière de voyage à l'étranger, et notamment dans le secteur social et solidaire, une version du site qui va être adaptée à un public qui va être touché sur des sujets qui sont de l'ordre de l'humanitaire, de rendre service aux autres, d'aller découvrir en fait l'autre d'une manière différente. Ces besoins donc vont être notamment remis en contexte, priorisés. Généralement, en fait, je vais vous donner un plan type de cahier des charges, mais vous allez avoir, par exemple, un essentiel à avoir pour un prestataire ou pour un projet à déterminer, mais vous allez avoir, en fait, de l'option. Le cahier des charges n'est pas, en fait, à écrire en fonction de ce qui existe déjà en matière logicielle. Vous n'allez pas vous dire, effectivement, je veux absolument WordPress, parce que WordPress, en fait, c'est un des logiciels du secteur qui va être le plus pratique pour moi en matière en fait, d'alimentation de contenu, de gestion, etc. Le cahier des charges, la partie notamment fonctionnelle, c'est se dire que vous posez les choses à plat et que même si potentiellement vous n'allez pas utiliser WordPress, vous allez remplir exactement en fait, les besoins en matière de communication de votre secteur pour les publics de votre association. J'oubliais, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions relatives au cahier des charges ou si ça vous paraît en fait pas clair au fur et à mesure. Est-ce qu'on retrouve sur le site Massos Oui, alors la soirée. Oui, bien sûr. Vous allez retrouver effectivement ce support pendant 24 heures, il me semble, sur Periscope, et après sur YouTube, sur la chaîne YouTube de WebAssess. Donc, la partie, on peut définir le cahier des charges par l'expression du besoin, mais aussi en fait par un ensemble de traitements de demande. En gros, ça peut démarrer comme ça. Vous faites une réunion en disant je veux développer un site web, je veux développer la communication d'association. Vous réunissez tout le monde, vous faites un brainstorming et vous listez les demandes. Ça va vous permettre aussi d'établir un périmètre. Peut-être au démarrage de partir un petit peu dans tous les sens, mais après vous priorisez, vous catégorisez, mais au moins vous partez exactement en fait du public et de vos membres, plutôt que de théoriser par rapport à ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, etc.
La structuration du cahier des charges, globalement, on va rester vraiment dans la méthodologie. La première étape, c'est de présenter rapidement votre association, de faire un bref historique, puisque le cahier des charges est censé être communiqué à un prestataire extérieur, ou même si vous n'êtes plus en charge du projet web, il est censé être le relais entre les différents chefs de projet qui ont suivi le site internet, puisque ça peut mettre un certain nombre de temps, notamment dans le secteur associatif, à mettre en place en fait, un site internet. Et n'oubliez pas, le cahier des charges, ça va pouvoir être passé de personne en personne. Un bref historique, les principales activités, dans quel secteur vous intervenez. N'oubliez pas qu'en fait, dans le digital, les développeurs ou les prestataires ne connaissent pas votre secteur, ne connaissent pas vos activités. Il va falloir un minimum en fait, d'indications aux prestataires en lui disant quelles sont vos activités et pour quel public vous travaillez. Le cahier des charges sert aussi à préciser en termes d'organisation combien de personnes en fait, potentiellement travaillent dans l'association. Ça donne un périmètre aussi à la grandeur du projet web, mais aussi à la grandeur de ce que vous voulez atteindre. J'entends par là, vous êtes une petite association, vous regroupez une dizaine de personnes, mais votre projet associatif nécessite et a dans l'objectif d'avoir un développement au niveau de la ville, au niveau de la région. Vous pouvez avoir en fait cette ambition-là. Le cahier des charges va vous permettre aussi de vous dire, effectivement, en ayant tel et tel objectif, potentiellement, on aura 20, voire 30 bénévoles en plus dans 2 à 3 ans. Ce qui change la manière de communiquer sur le web. Puisque le web, en fait, vous allez communiquer à votre public, mais aussi aux personnes potentiellement intéressées par vos activités et par votre association et aux valeurs que vous prenez dans l'association. Le positionnement de votre projet dans le monde associatif, on va le voir en fait par la diapo suivante, vous allez vous baser sur plusieurs choses. La dernière chose à indiquer dans la présentation de l'association, bien sûr, c'est les personnes responsables du projet ou impliquées par le projet web. Donc le positionnement associatif, je ne sais pas si vous voyez à peu près en fait l'écran, il va être déterminé par plusieurs choses. Il va être déterminé par vos valeurs. Et là, sur le principe du brainstorming, et même vous savez bien en fait les valeurs que vous les prenez dans le monde associatif, elles ne sont pas en fait similaires au monde de l'entreprise, elles sont ancrées profondément sur des valeurs humaines, sur des valeurs de partage, mais c'est des valeurs qu'il va falloir préciser en fonction de votre secteur d'activité. Dans le secteur du médico-social, par exemple, dans le handicap, vous allez avoir en fait les valeurs d'accessibilité, comment en fait donner de l'information et des activités à des personnes qui ont potentiellement des troubles et une déficience mentale. Pour les voyages, vous n'allez pas pouvoir en fait jouer sur les valeurs de la découverte de l'autre. Il va falloir trouver en fait des valeurs qui sont beaucoup plus parlantes pour vos publics, le rêve, le fait de pouvoir vraiment échanger humainement et pas en fait de faire du tourisme économique. Pour par exemple une association qui regroupe un certain nombre d'activités, notamment en fait dans le spectacle, ça va être vraiment en fait axé sur un lieu d'échange et d'interaction qui va être profitable à un plus grand nombre. Ce genre de choses. Il va falloir aussi en fait dans votre positionnement associatif vous poser la question du prix des adhésions, du prix en fait de votre projet web, mais aussi du prix potentiellement des services que vous offrez à vos bénévoles, même si vous êtes dans un but humanitaire de développement durable et de solidarité. Je sais qu'un certain nombre d'associations font payer leur activité et il va falloir en fait déterminer ce prix-là en fonction de vos publics. Et le prix va être différent suivant la zone géographique, suivant l'activité, suivant ce que vous faites. J'insiste aussi en fait sur les catégories de services. En fait, les catégories de services, ça va être vos activités. Et vos activités vont vous permettre la plupart du temps, à 80% du temps, en fait, de pouvoir structurer correctement au démarrage votre site web. Parce
parce que le premier objectif de votre association, de votre structure, c'est qu'on va aller vous chercher, on va aller vers vous parce que vous êtes actif et que vous allez au plus près des populations. Et que en fait il va avoir un bénéfice qui va être aussi bien de l'ordre de l'échange que de l'ordre de l'activité dans un secteur. Je passe un petit peu plus rapidement sur le projet, la stratégie associative, mais effectivement juste en reprenant ces points, vous pourrez déjà aussi vous poser un certain nombre de questions relatives au site web. J'entends par là, en fait, je vous donne un cadre global pour le cahier des charges. Ça, c'est un outil en fait de brainstorming, notamment pour pouvoir établir vos principales activités correctement, dans quel secteur vous intervenez et votre positionnement par rapport aux associations qui peuvent avoir la même activité que vous. La description du contexte du projet, donc ça c'est similaire en fait à tout cahier des charges, que ce soit un site web, que ce soit en fait un site de e-commerce, que ce soit un site une base de données en fait web, notamment aussi ça peut être un cahier des charges relatif aux réseaux sociaux. Il va falloir savoir dans quel contexte vous faites votre projet, quel est l'état de votre secteur associatif, notamment en termes de communication. Déjà faire un état des lieux, c'est-à-dire est-ce que vous avez un site web existant, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, de quelle manière vous êtes présent sur les réseaux sociaux, les paramètres de ton, en fait, comment vous communiquez, est-ce que c'est de l'ordre du copier-coller en fait, du news relative à votre secteur, ou est-ce qu'il y a quand même un travail minimum de résumé, de rédaction lorsque vous communiquez sur le web. Est-ce que votre site web actuel est actif? C'est-à-dire, est-ce que en fait, vous avez créé un site web il y a 3 ans et en fait c'est un site web statique qui présente uniquement ce que vous faites et vous ne mettez pas en fait les activités que vous pouvez avoir mensuellement ou actuellement à jour. L'idée c'est de ne pas se dire je vais rédiger un cahier des charges pour un cahier des charges. En fait, vous partez déjà de tout ce que vous avez, c'est-à-dire de vos activités associatives, de votre positionnement sur le secteur associatif, mais aussi de ce que vous avez mis plus ou moins en fait en action en matière de communication digitale ou de présence sur le web. L'importance stratégique de pouvoir communiquer, c'est aussi à mettre dans le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on va se poser la question, si vous avez déjà un site web, pourquoi vous n'avez pas agi avant et pourquoi vous voulez agir maintenant? Et généralement, vous le savez très bien, quand vous m'avez présenté votre activité, il y a un point de frottement, un point de coincement en disant on arrive à un moment où allez, il faut se lancer, et il faut se lancer pour ces raisons-là. Bonsoir. Un bilan de l'existant, et en fait ça peut être de l'ordre de vos points forts, vos points faibles, rapidement. C'est pas une quinzaine de pages, c'est vous prenez votre site web, vous dites combien de public je touche, j'ai pas de visite, je suis pas active dessus, quels vont être les moyens en fait à mettre en œuvre pour pouvoir résoudre ces problématiques. L'environnement matériel et technique, et notamment dans le secteur associatif, est important parce que soit vous allez faire réaliser un site web par un prestataire extérieur, soit vous allez mettre les mains dans le cambouis. Avec WebAssos, on est là aussi pour vous aider parce que forcément, pour certains, vous n'avez pas beaucoup de moyens et c'est l'occasion aussi de pouvoir avoir un certain nombre de compétences et d'engranger un certain nombre de projets sur le web. Donc, sous quel matériel informatique vous travaillez et quel environnement technique, j'entends par là, quel système d'exploitation, Windows, Apple, vous allez vous servir pour pouvoir créer le site web. Une fois que vous avez fait ça, déjà, c'est déjà pas mal. Ça vous donne déjà un cadre en fait général avec les acteurs, les bénévoles, et vous allez déjà vous poser beaucoup de questions en fait sur votre positionnement et sur qu'est-ce que vous faites dans le secteur et pourquoi je fais ça. Là, de manière méthodologique, je vous ai fait une checklist en fait de cadrage de projet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça pendant un temps donné, vous allez vous poser la question de savoir si les objectifs sont clairement écrits,
si ils sont en correspondance avec la nature de mon association. Si j'ai bien identifié en fait toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet web, j'entends par là pas que moi qui est responsable de projet web, mais potentiellement les utilisateurs, se dire que des bénévoles ou votre public peut très bien passer un jour et vous discutez 5 minutes en fait de votre projet web et il va vous donner pas mal d'idées, parce que si votre public il est adolescent ou il est adulte, il a forcément quelque part soit touché Facebook, le moteur de recherche Google ou un certain nombre en fait d'autres médias et l'échange va s'enrichir au fur et à mesure. Si les objectifs sont réalistes en termes de délai, de charge, de budget et de risque. J'entends par là. Vous pouvez aller sur le web, mais certes, le cahier des charges est un cadre de projet où vous n'allez pas vous dire je vais faire en fait un site WordPress qui va être le plus simple. Ça va aussi être une manière de vous dire, voilà, peut-être que mon projet web était trop ambitieux au départ, et je vais vraiment prioriser au niveau de mes objectifs et de ce que je veux faire dans, voire les 6 mois, voire la première année, pour pouvoir le mettre en place assez rapidement et efficacement. Et après, je vais envisager la manière dont, dans 1 an, 2 ans, je vais pouvoir développer d'autres versions du site web. Donc les risques en fait au niveau associatif, ça va être un peu les mêmes. C'est le changement en fait de chef de projet, le budget qui va être restreint en matière de développement, le fait que vous allez avoir potentiellement des retours sur les bénévoles et les utilisateurs qui vont pas forcément correspondre à ce que vous avez imaginé au démarrage. Il va falloir modifier une partie en fait du positionnement associatif et de la stratégie de communication. Ça prend un petit peu de temps, donc, mais ça vous permet en fait d'être vraiment cohérent et de pouvoir vous lancer sur le web correctement. Et aussi essayer d'évaluer en fait le périmètre de l'engagement des personnes qui participent au projet web. J'entends par là, si vous êtes tout seul et que si vous voulez lancer en fait sur le web votre site web, vous allez avoir beaucoup de mal à être pertinent et cohérent. Si vous ne travaillez pas avec vos publics, si vous ne travaillez pas avec vos bénévoles, si vous ne travaillez pas avec un certain nombre de collaborateurs au niveau associatif qui va pouvoir avoir un regard extérieur, ça peut faire peur, mais ça va vous permettre en fait, à un moment donné quand vous allez structurer la chose correctement, d'être super efficace. Je vous ai mis un exemple de fiche de type de projet en fait. C'est une des choses qu'on établit en premier dans le cahier des charges parce que ça permet notamment de donner un titre au projet, de rappeler les objectifs généraux en fait, de l'ensemble du projet, vos publics qui sont en fait ultra importants, l'organisme commanditaire, c'est vous, mais en même temps le prestataire ne le sait pas en fait, donc il faut mentionner quand même que vous êtes commanditaire du projet. Après, ça dépend en fait votre secteur associatif et si vous avez en fait une association qui est uniquement en fait de l'antenne régionale à Lyon ou si c'est de l'antenne nationale. Là, c'est très important en fait de préciser que c'est un site web associatif au niveau de la région et pas forcément en fait un site web national qui va distribuer un certain nombre d'autres sites web qui sont en région. Les acteurs du projet et les acteurs ressources, j'entends par là tous les collaborateurs qui vont être impliqués dans le projet web. Et après, vous remettez dans le fiche projet la liste en fait des livrables. Donc une fois que vous avez déterminé la description, le contexte du projet, vous allez identifier en fait vos ressources projet. Alors j'entends ressources projet, on ne parle pas encore en fait de contenu éditoriaux, on ne parle pas non plus en fait de ressources audio, vidéo, documents. On parle en fait d'une manière plus générale de ce que vous allez faire en fait la première semaine, voire les 2 premières semaines pour pouvoir avoir un regard extérieur en fait sur votre projet web. Donc ça va aller de décrire en fait votre projet web en une seule phrase. Je veux créer un site web qui tourne autour de la communication pour des enfants qui sont de 12 à 15 ans dans le secteur de l'éducation, du sport et de la linguistique.
Résumé en une phrase le projet, ça va vous aider déjà à aller vers vos interlocuteurs, vers vos bénévoles et vous exprimer clairement en fait sur ce que vous voulez faire globalement. Les techniques de dialogue à mettre en place, je vous ai donné des exemples, hein, bien sûr, ils ne sont pas tous en fait à mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour pouvoir débuter votre projet web, vous pouvez en fait aller interviewer un certain nombre de personnes qui va être de votre public cible, faire des réunions, des groupes de travail, faire en fait ce qu'on appelle du mind mapping ou un schéma explicatif en disant bah voilà en fait ce que j'ai ou ce que potentiellement je veux et voilà en fait comment je vais séparer mes thématiques de travail ou mon activité par rapport à mon public. Les modèles de représentation de l'information à utiliser, bah, vous prenez n'importe quel modèle d'information, mais surtout pour avoir un certain nombre d'étapes relatives au cahier des charges, écrivez, faites des semi-rendus, faites par exemple une fois que vous avez eu un retour, faites 5 points autour de ce que vous avez eu en échange et ça vous permet notamment de récupérer de l'information sur votre projet et de revenir plus tard en disant voilà je suis ultra pertinemment sur ce point-là. Les outils à utiliser, alors souvent en fait quand vous êtes plusieurs sur un projet web, vous allez vous dire bah, je vais prendre en fait un Word ou je vais prendre un bloc-notes et puis je vais commencer mon cahier des charges. L'idée c'est aussi de vous interroger sur est-ce que en fait mon Word il va pas circuler autour des membres qui font partie du projet. Est-ce que je peux pas trouver une manière de communiquer avec les autres membres sur ce projet-là? Quel outil vous allez utiliser? La liste des documents types à utiliser, en fait, en gros, c'est, on va le voir plus tard, quand vous allez recenser vos contenus, ce que vous voulez mettre en fait dans le web, vous allez forcément avoir des contenus types de ce que vous avez déjà produit si vous avez un site web ou de ce que vous voulez mettre dans le site web par la suite. J'entends par là la possibilité aussi d'aller récupérer des contenus types éditoriaux chez d'autres associations ou même chez d'autres entreprises qui ont un secteur similaire et de faire le comptage en disant c'est vachement bien, ça serait bien en fait que je puisse l'adapter à mon association. La liste des sources d'exigence. En gros, au démarrage, ouais c'est super, vous allez vous lancer en fait dans un projet web. Et en fait, vous ne vous posez pas la question de ce que vous voulez faire, d'avoir un site web qui soit uniquement de la présentation de votre activité de l'association ou qui va vraiment aller chercher des gens en fait sur vos activités associatives ou un versant de vos activités associatives. L'idée aussi, c'est de lister ce que l'on ne veut pas faire, c'est-à-dire ce que vous voulez, ça peut être je ne veux pas aller chercher tel public de 12 à 15 ans malgré en fait qu'il soit en fait dans mon public cible. Ce que je ne veux pas faire, c'est mettre une page clignotante à appel aux dons, je ne vous conseille pas d'ailleurs, à appel aux dons en démarrage de votre site web en disant bah oui il me faut de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de ramener de l'argent directement au démarrage? Donc essayez en fait d'avoir des représentants des utilisateurs et de vos publics pour pouvoir participer aux différentes étapes et ça peut vraiment en fait varier, c'est-à-dire que vous pouvez les convier à un apéro, vous pouvez les convier de temps en temps, avoir un échange entre deux portes sur une question donnée, ils vont vous faire un retour très très pertinent sur la validité de votre projet et sur votre site web. La formation éventuelle prévue aux techniques ou outils, là ça va être en fait votre montée de besoin par rapport à WebAssos Lyon. Si vous sentez que vous avez besoin en fait d'avoir un apport de compétences sur un outil web donné, sur un outil collaboratif, sur une thématique donnée, sur n'importe quel sujet qui peut toucher au digital. N'hésitez pas à nous envoyer vos besoins en matière de compétences en termes d'outils et en termes de techniques. Les ressources nécessaires, donc si vraiment vous voulez passer par de la presta, interrogez-vous en fait sur votre budget dès le démarrage.
Ça permet aussi de délimiter votre projet web. C'est-à-dire que vous n'allez pas concevoir votre cahier des charges et votre site web de la même manière que si vous avez 20 à 30 000, voire à 50 000 euros à votre portée pour pouvoir créer un site web associatif. Voilà. En termes de délai et en termes de risque, globalement sur les différents projets que j'ai menés en fait, sur le web et notamment la rédaction de cahier des charges, augmenter de 30% en fait, le temps que vous mettez sur les différentes étapes du cahier des charges. C'est-à-dire que vous faites un planning en disant telle semaine j'aurais fini ça, bah, en fait vous ne faites jamais. Parce que si véritablement vous allez chercher vos utilisateurs, vos bénévoles, si vous interrogez vraiment en fait, sur le positionnement de votre association sur le web, vous avez toujours une marge de 30% en fait, vous mettez plus de temps. Donc même si vous êtes très 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 motivé à construire votre site web dès maintenant, en fait, en gros, prenez une charge de 30% en plus en matière de temps. Une fois que vous avez donc fait la description de votre contexte, la présentation de votre association, vous êtes interrogé sur les moyens utilisés, la première chose à faire, c'est pouvoir définir et identifier les thématiques et sous-thématiques que vous allez mettre en valeur en fait, sur le site web. J'entends par là, vous pouvez définir votre action, votre activité associative de plusieurs manières. Vous pouvez par exemple, en fait, si vous êtes très actif, déterminer les différentes parties de votre site web par action. Donc aider, donner, contribuer, créer, ce genre de choses. Par sujet, notamment la journée du 17 mars, j'ai donné l'exemple de Solaire Sans Frontières, mais Solaire Sans Frontières est une association en fait, d'experts du photovoltaïque. Ils avaient besoin de structurer leur site web par le domaine photovoltaïque et les différents types de techniques qu'ils utilisaient dans le monde associatif pour créer des projets de développement durable tels que l'apport d'électricité dans les écoles, les hôpitaux, etc. Donc ciblez bien en fait vos thématiques par rapport à ce que vous voulez communiquer. Dans le domaine du voyage, vous pouvez très bien en fait délimiter vos thématiques et sous-thématiques par zone géographique, notamment parce que vos publics même associatives, vont se dire moi je vais chercher une association dans les voyages parce que je vais aller voyager à tel endroit. Et en fait, leur donner la possibilité d'avoir une entrée par zone géographique, ça va déjà en fait leur faciliter la communication et l'entrée en fait sur le site web. Alors par activité, il y a une méthode en fait qu'on appelle la méthode QQCOPQ. Qui est utilisé en fait dans n'importe quel projet. En gros, vous vous posez la question en matière de structuration, il faut toujours que vos publics sachent qui vous êtes, ce que vous faites, comment votre association a été créée, d'où elle vient. Qu'est-ce que vous faites en fait dans l'environnement associatif? Est-ce que vous existez? Est-ce que vous êtes une association professionnelle qui veut discuter en fait d'un sujet bien donné? Est-ce que vous voulez être un véritable apport en termes d'information sur le handicap pour des parents qui ont des enfants porteurs de troubles et de déficiences intellectuelles? Est-ce que vous agissez? Comment vous agissez en fait sur votre environnement, sur la planète? De quelle manière vous le faites? Est-ce que c'est par l'apport de projet? Est-ce que c'est par l'apport d'expérience? Est-ce que c'est la création des vêtements? Est-ce que c'est le fait en fait, de pouvoir finalement regrouper un certain nombre de personnes dans un même lieu et de pouvoir les fédérer autour de thématiques communes? L'importance aussi de savoir combien vous êtes. Le public va chercher à savoir si vous êtes 3, voire 4 dans votre association. Ou si vous existez depuis un certain nombre d'années, quel profil vous avez. Il faut en fait véritablement créer une connexion avec votre utilisateur et avec votre public pour pouvoir en fait que votre site web soit pertinent. Parce que là en fait dans le web il y a beaucoup de sites web et
plus en fait vous dépersonnalisez, plus vous vous éloignez en fait de votre identité, plus votre site web il va pas être pertinent. La première chose que j'ai regardée quand vous êtes inscrit en fait à l'atelier, si vous aviez un site internet, et est-ce que je comprenais bien vos activités et qui vous étiez par rapport à votre site internet. C'était pas forcément le cas, et je trouve ça plutôt pertinent de vous dire, mais mettez en avant en fait vos valeurs, ce que vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous vous impliquez en fait dans le projet associatif. Vous pouvez les mettre en avant de manière individuelle en disant moi j'existe en fait dans cette association pour telle raison, mais vous pouvez les mettre en valeur sous l'ordre du collectif. Nous sommes un ensemble en fait de personnes qui ont la volonté en fait d'aider à l'étranger sur le domaine de l'agriculture et de développer un certain nombre en fait de projets économiques pour aider les populations. Où vous travaillez, en fait, sous quel périmètre vous travaillez? Est-ce que vous travaillez uniquement autour de Lyon en fait? Est-ce que vos publics sont lyonnais? Est-ce que vos publics sont rhône-alpins? Est-ce que vos projets en fait concernent une zone géographique internationale? Votre public a besoin de se situer en fait. Si vous ne lui dites pas, moi j'ai une association mais j'existe uniquement à Lyon et je vais pouvoir aller vous voir en fait tous les vendredis à 18h, ou si en fait par exemple on fait uniquement des projets humanitaires à l'étranger en Afrique, les deux choses sont totalement différentes. Et si vous ne l'indiquez pas, en fait, le public est perdu et forcément vous perdez le public en fait au sein du site web. Pourquoi et pour qui vous agissez en fait? Le pourquoi est plutôt compliqué la plupart du temps à expliquer. Et vous le voyez au fur et à mesure du développement de votre association et des valeurs que vous prenez et des activités que vous prenez, et pour qui, si vous identifiez bien vos publics, il y a un risque en fait de perdre les autres. C'est-à-dire qu'il faut que dans le positionnement et la définition de votre typologie publique, vous réfléchissiez à pour qui je travaille maintenant et pour qui en fait potentiellement je peux travailler si je suis présent sur le web. J'entends par là travailler en fait dans le monde associatif. Voilà. Donc une fois que vous avez identifié vos thématiques et sous-thématiques, vous identifiez vos contenus éditoriaux. Alors là, c'est très simple. Je vous ai mis une grille type en fait de contenus éditoriaux, mais globalement, vous avez tous un serveur de stockage de documents en fait associatifs ou pas, ou de la documentation papier ou pas. Mais il existe toujours au moins un minima, c'est-à-dire la charte de fondation en fait de l'association, peut-être la charte du bénévole, notamment la réglementation, et ce que vous utilisez pour communiquer tous les jours à vos publics en fait sur vos événements, sur vos ateliers, ce genre de choses. Ça c'est déjà en fait du contenu qui va potentiellement pas être utilisé pour sous la forme sous laquelle il existe. J'entends par là en fait une feuille écrite où vous récapitulez les sujets de l'atelier que vous n'avez jamais communiqué ou fait un flyer autour. Vous n'allez pas en fait être en fait de cette manière-là. Mais ça va vous servir de base pour pouvoir vous dire, bah oui, effectivement, le programme de l'atelier, je vais pouvoir en fait le mettre sur le web sous une autre forme, plus développée, mais vous partez déjà de l'existant. Partez toujours de l'existant quand vous établissez un cahier des charges. Ne vous dites pas en fait que vous allez tout créer en fait juste avec 3 valeurs associatives, 4 bénévoles, et partez du concret, partez de votre documentation, de vos archives, des articles que vous avez publiés, et surtout n'hésitez pas à aller regarder ce que font les autres. Parce que le web est formidable pour ça, et que généralement, si une association, bien sûr vous êtes unique, mais si vous avez potentiellement des associations qui travaillent sur le même secteur que vous, sur la même activité que vous, si ce n'est pas à l'échelle lyonnaise, c'est potentiellement à l'échelle parisienne ou à l'échelle nationale. N'hésitez pas aussi à regarder au niveau international si vous avez vraiment une activité spécifique. Mais des gens ont déjà créé en fait des choses sur le web qui sont relatifs à vos sujets, à vos thématiques, à vos activités. Inspirez-vous de ça pour pouvoir lister vos contenus éditoriaux et vos contenus à venir. Et essayez de les classer par les thématiques et les sous-thématiques que vous avez identifiées par rapport à votre activité.
une fois que vous avez en gros fait l'inventaire de vos contenus éditoriaux et classé par type de contenu, j'entends par là, ça peut être des articles de blog, des articles de news, le programme d'un atelier, l'annonce d'un événement, tout type. Vous répertoriez vos médias. Et vos médias, vous allez les répertorier en fait pour donner une indication claire, soit aux prestataires, soit aux développeurs, de ce qui va être en fait à l'intérieur du site web. Et notamment, vous les répertoriez en termes de priorité, c'est-à-dire que les textes qui sont relatifs à, par exemple, l'historique de l'association, le développement des activités, tout ça, c'est des choses qui sont normalement déjà presque terminées, je ne pas, qui sont peut-être à préciser, mais qui existent toujours. Ces textes-là sont déjà validés et revalidés en fait, par les bénévoles, par le public, qui sont bien connus. Vous allez avoir un ensemble en fait, de textes qui vont potentiellement être en attente, avec une idée en disant finalement, si je fournis à mes utilisateurs une news secteur sur l'agriculture en Afrique, ça va me permettre de communiquer en fait, sur mes projets dans le domaine international et leur expliquer ce que je fais. Mais c'est toujours en attente parce que je n'ai pas fini en fait, de rédiger un exemple type. Donc n'hésitez pas en fait, à classer vos types de médias par en attente, reçu, rédigé, validé. Généralement, c'est les 3 grandes catégories sur le répertoire des médias. Et donc, je vous ai remis les catégories de médias, le texte, l'image, les icônes, les pictogrammes, les sons, les vidéos, les animations. C'est à peu près les grandes catégories que vous trouvez sur le web. Sachant que la tendance actuelle est à l'image et à la vidéo. Et on en reparlera peut-être lors d'autres ateliers, faites attention au droit à l'image. Et en termes de contenu vidéo, il faut vraiment que ce soit en lien avec votre système d'exploitation, la capacité que vous avez à aller sur tel support, qui soit en fait soit le web sur un ordinateur, soit mobile. Si vous créez un site web responsive ou pas, si vous créez uniquement un site web qui va être consulter sur un ordinateur ou pas. C'est ces questions-là qu'il va falloir vous poser en fait si vraiment vous voulez développer des vidéos, de l'animation, ce genre de choses. Après, ça peut être très simple, c'est-à-dire que vous pouvez héberger un certain nombre de vidéos sur YouTube et il y a de l'intégration en fait sur le site web qui se fait de manière très simple. Il faut indiquer un certain nombre de choses aussi complémentaires aux développeurs. Et notamment la mise en page, et j'entends par là, je vous ai mis un gros mot, ce sont les métadonnées. En gros, la mise en page et les métadonnées, c'est où vous trouvez vos contenus par rapport en fait à votre thématique et par rapport, on le verra dans le deuxième atelier qui va venir à fin mai, votre arborescence schématique. L'arborescence schématique, en gros, c'est comment est structuré votre site web. Si vous avez une barre de navigation en haut de la page, si elle est sur le côté, si vous avez une barre de recherche multicritère, ce genre de choses. Dans l'inventaire des médias, il faut commencer déjà à réfléchir à dans quelle page, quels médias vont se trouver dans quelle page de votre site web et sous quelle thématique. Après, c'est vraiment de l'optionnel, c'est-à-dire que je vous ai fait une méthodologie où il y a vraiment pratiquement tout. Donc, si vous voulez, la couleur des liens et le zoning et les gabarits, on en reparlera sur le versant technique. C'est pas de l'ordre de la priorité. Déjà, si vous avez listé très bien vos contenus éditoriaux, si vous savez sous quelle thématique les ranger et de quelle manière vous les poussez sur le web, c'est déjà en fait assez conséquent. Question. Vous avez des sites web auxquels vous pouvez penser de référence qui sont pertinents? Oui, alors... C'est peut-être trop tôt comme question. En fait, on verra ça après la pause, parce que j'ai pas la connexion actuelle tout de suite. Mais je peux vous montrer un certain nombre en fait, de sites web qui ont en fait une interface différente, un positionnement différent. Ce serait plus adéquat dans la deuxième partie, quand on verra en fait tout ce qui est principe ergonomique, charte éditoriale, charte graphique. Mais en fait, la pertinence de la création de votre site web par rapport au web actuel,
il faut regarder en fait les sites web qui sont pas seulement relatifs à votre secteur d'activité, mais ce qui se font aussi dans le domaine de l'entreprise, ce qui se fait dans le domaine aussi du secteur social et solidaire sur un certain nombre d'activités comme la ruche qui dit oui. Vous avez par exemple, on le verra potentiellement, vous pourrez le voir dans l'atelier joint qui sera sur le web design, avec des interfaces qui sont différentes. Vous avez un scroll sur une page tout entière, c'est-à-dire que vous faites défiler la page et vous avez l'intégralité pratiquement du contenu web qui défile quand vous faites défiler la page. Ce genre de choses, mais oui, bien sûr. En fait, je peux vous donner un certain nombre de références de sites web avec des interfaces graphiques différentes pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc répertorier vos médias et vos contenus éditoriaux, c'est l'essentiel en fait du démarrage du site web et notamment en fait de la partie fonctionnelle. Parce que la création de sites web sans contenu, en fait, ça sert absolument à rien, excusez-moi, mais si vous voulez faire un site web statique juste pour être connu, vous allez perdre un certain nombre de vos publics, notamment à l'heure du web 3.0. Excusez-moi, la chose que je n'ai pas trop bien saisie, vous dites faites la liste de tout ce que vous avez et réfléchissez déjà où mettre une telle chose, c'est dans quelle catégorie. Donc ça signifie qu'il faut faire deux choses en même temps, la liste et aussi une sorte de schéma de... En fait, c'est là où j'arrive pas, moi, parce que je me dis... En gros, quand vous identifiez vos thématiques et sous-thématiques, les thématiques, on est d'accord, elles sont relatives à votre activité associative. Déjà, ce que vous faites actuellement, en termes d'action, en termes de sujet. Oui. Par exemple, dans votre cas, vous allez, en fait, vous faites des ateliers événements auprès des enfants malades dans les hôpitaux. Vous voulez faire connaître une partie du théâtre dans le domaine associatif, ce genre de choses qu'il faut répertorier en termes de thématiques. Et une fois que vous avez répertorié vos thématiques, soit par activité, soit par action, soit par zone géographique, vous pouvez très bien mettre par lieu aussi. C'est-à-dire que moi, en termes d'association, principalement, mes lieux d'action, mes lieux d'activité sont le domaine de l'hôpital, le domaine de la maison de retraite. Toutes les thématiques sont possibles. Dans la partie, notamment en amont du cahier des charges, vous ne vous posez pas la question de comment ça va être au sein du site web, sous quel ordre et dans quelle hiérarchie. Tout ce qu'il faut faire, c'est la correspondance entre vos thématiques qui vont découler déjà de votre activité associative existante et ce que vous allez mettre en termes de contenu éditoriaux. Par exemple, vous allez intervenir auprès d'enfants malades, vous allez vous dire je vais écrire une news qui va relater en fait mon intervention au sein de l'hôpital Béquière pour les enfants malades et qui a consisté à raconter des contes, créer une pièce de théâtre, ce genre de choses. Oui, donc en fait, il y a déjà toute la structure au sens des cases qui vont contenir les contenus. Moi, ma difficulté, c'est que je trouve toujours un nouveau truc auquel je n'avais pas pensé à la fin. L'idée, c'est notamment, on va arriver au public. Une fois que vous avez listé tous vos contenus en fait, éditoriaux par rapport à votre public, par rapport à vos thématiques, vous allez soit vous dire ça va être pertinent pour mon public actuel, donc ceux qui utilisent en fait les activités de ma association. Et après, vous n'allez pas en fait trier les thématiques, sous-thématiques ou contenus éditoriaux qui potentiellement peuvent intéresser les bénévoles, parce que ça pourrait faire partie en fait, soit d'une case sous-jacente qui peut rendre service aux bénévoles ou qui vont potentiellement vous aider à recruter des bénévoles pour votre association. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je vous fais réfléchir sur la question des publics après les contenus éditoriaux et les thématiques, pour pas en fait vous restreindre dès le départ. Vous allez manquer des cibles en matière de web si vous vous dites je vais uniquement bosser sur le public que j'ai actuellement. En fait, vos cibles sur le web, ça va être aussi bien en fait le public que vous avez actuellement, le public à venir, ça va être vos bénévoles permanents, ça va être vos futurs bénévoles, ça va être potentiellement aussi tout un chacun qui va être intéressé par votre activité. Et l'idée de ne pas restreindre à des publics dès le démarrage,
vous allez pouvoir lister un tas d'idées en fait que vous allez soit pouvoir appliquer immédiatement, soit pouvoir peut-être développer dans les 5 à 10 ans à venir pour que votre association en fait communique correctement sur le web ou prenne de l'ampleur. Voilà en fait pourquoi je vous fais réfléchir au public une fois que vous avez bien structuré et déjà listé vos contenus éditoriaux et vos thématiques et sous-thématiques. Vos publics, en fait, c'est assez simple, c'est ce que je vous disais, ne pas penser en termes d'existants, mais plutôt en fait de projection à venir. Dans le cahier des charges, en fait, vous pouvez très bien utiliser un tableau et vous allez vous poser la question de pourquoi mes publics actuels, en fait, utiliseraient mon site web. Est-ce que potentiellement, si j'ai un public qui a 5 à 12 ans, est-ce que je vais construire mon site web pour un public qui a 5 à 12 ans ou est-ce que je vais réfléchir à la manière de mettre du contenu éditorial et des thématiques par rapport aux parents en fait, des enfants qui ont aux parents des enfants en fait, qui sont mon public cible et mon public cœur. Alors, un inventaire précis des besoins et demandes. En gros, en fait, ce que je vous ai fait lister en termes de brainstorming, d'interview, de retour utilisateur du public au démarrage, vous allez pouvoir en fait le mettre en clair dans le tableau du public. C'est-à-dire que si vos besoins ne collent pas à vos publics cibles, vous allez vous dire il y a un problème de positionnement associatif où en fait mon site web en termes de communication, il ne fait pas communiquer correctement sur le site web. Donc l'intérêt c'est de pouvoir faire la correspondance entre ce que vous avez recueilli en amont et ce que vous avez déterminé en termes de public existant et le public à venir. Est-ce que du coup, là je vois quelques regards, est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que du coup je reprécise cette correspondance? Moi je me demande si, par exemple, nous on va refaire notre site, donc le CADR, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. J'aimerais bien par exemple réunir quelques membres, il y en a ce soir, pour voir un peu quels seraient leurs besoins par rapport à notre site, parce que l'idée c'est qu'on puisse plus les mettre en valeur que ce qu'on fait actuellement au vu de notre site web. Mais je ne vais pas pouvoir les réunir 20 fois. Donc ma question c'est est-ce que je les réunis une fois que j'ai déjà fait tout mon cahier des charges pour l'adapter et vérifier s'il est bien, ou si je les réunis au tout début pour... mais finalement en fait... ça me paraît plus pertinent de les réunir dans un second temps quand j'ai déjà préidentifié une hiérarchisation. En fait, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'en fait, le cahier des charges va s'adapter à vos besoins associatifs. L'idée, c'est quand même de pouvoir en fait réunir vos utilisateurs, vos publics en amont, pour pas vous dire, je suis complètement à côté de la plaque au niveau du site web. Donc, partez d'existants. En fait, je pense que plus pertinent, et notamment dans le domaine associatif, c'est de vous dire il y a un certain nombre de choses existantes en matière de documentation, une idée préconçue de ce que j'ai, des thématiques et sous-thématiques et des activités associatives que j'ai actuellement. J'essaie déjà de structurer ce sur quoi je veux communiquer. Et après, en fait, je réunis mes publics et je regarde notamment sur ce tableau-là, ce qui est plutôt pertinent, de pouvoir en fait voir leur objectif si ça correspond à ce que j'ai établi. Vous allez potentiellement rajouter des choses, enlever des choses, et du coup ça vous permettra en fait de ne pas vous dire que si en fait je vais les voir en amont, je ne vais pas pouvoir vérifier ce que j'ai déjà établi ou en fait ce que j'ai en termes d'existence. Après, il y a plusieurs manières, c'est-à-dire que aussi, ça peut être pas de l'ordre de la réunion, c'est ce que je te disais. En fait, au démarrage, généralement, ça part de l'ordre de la conversation de 5 minutes quand ils viennent vous voir, en disant, voilà, en fait, dans les mois, voire l'année à venir, on a un projet de site web, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le site web, quels sont vos besoins, est-ce que vos besoins peuvent correspondre à un ensemble d'associations, ce genre de choses. Toutes les manières sont possibles. L'important, et vraiment l'important sur la partie fonctionnelle du projet, c'est vraiment de vérifier si vos thématiques, sous-thématiques, vos contenus éditoriaux et vos publics font matching entre les trois. Si vous n'avez pas en fait un objectif qui correspond à un public
et vous n'avez pas de contenu éditorial, là, ça va poser un problème en termes de stratégie de communication parce que vous n'allez pas être pertinent et personne ne va consulter votre site web. Je suis un peu négative, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que ne vous lancez pas en fait sur la rédaction d'un cahier des charges en disant c'est le début d'un projet web. C'est un projet vraiment collaboratif, participatif, même si c'est de l'ordre de la conversation de 5 minutes au téléphone, ça vous apporte toujours en fait de l'information pertinente. Dans le tableau, donc, vous avez l'inventaire précis des besoins et demandes et vous avez le statut de l'utilisateur, le statut en fait, du public. Si c'est un utilisateur, si potentiellement il peut contribuer à votre site, vous avez un problème de contenu éditoriaux, vous avez des bénévoles permanents qui potentiellement peuvent écrire. Vos bénévoles permanents vont être un public différent de vos publics cibles et vos bénévoles ponctuels vont potentiellement aussi intervenir que sur de la rédaction de contenu éditorial. Ça peut être de l'ordre de moi j'ai participé à telle activité associative, j'y participe de manière récurrente, je suis d'accord pour rédiger un article sur un retour d'expérience sur ce que j'ai fait au sein de votre association. Les droits et permissions. Alors là, on rentre un petit peu aussi dans le technique. Il faut vous poser déjà le démarrage, notamment s'ils sont contributeurs, administrateurs ou utilisateurs, de ce dont ils ont l'autorisation de faire sur le site web. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont uniquement consulter le portail et consommer de l'information ? Est-ce qu'ils vont pouvoir télécharger de l'information ? Est-ce qu'ils vont par exemple pouvoir importer sur leur agenda Google les événements que vous programmez ? Et dans ce cas-là, ce sont des fonctions qu'il faut que vous déterminiez dès l'identification de vos publics et dès en fait, le listage de vos contenus. Est-ce qu'ils vont pouvoir télécharger par exemple la brochure concernant un voyage à l'étranger ? Est-ce qu'ils vont pouvoir imprimer un certain nombre d'informations relatives à votre site web ? Les droits et permissions, quand vous les déterminez par rapport à l'utilisateur. Souvent, en fait, vous vous posez la question de, bien sûr, mon site web a telle grande fonction, mais essayez de vous poser vraiment la question de, par utilisateur de votre site web, qu'est-ce qu'ils ont effectivement le droit de faire ou non. On arrive donc, une fois que vous avez vos publics, vos contenus éditoriaux, vos médias, le positionnement, la stratégie de l'association, description de votre projet, tout ça, normalement, puisque vous vous êtes posé la question de quels vont être mes contributeurs, qui va consommer en fait mon information sur le web, vous allez lister un certain nombre de fonctions relatives à votre site web. J'entends par là, normalement, les fonctions les plus fréquentes, et notamment celles qui doivent être essentielles, c'est consulter de l'information et rechercher de l'information. Si vous n'incluez pas un moteur de recherche, posez-vous la question, en fait, dès le départ de la navigation, si vous n'incluez pas un moteur de recherche, en fait, type Google, on est en fait des accessibles en termes de prix ou même gratuits, en fait, qui sont procurés par Google, vous allez perdre un certain nombre d'utilisateurs. Parce que en termes de statistiques, 90% des gens en fait sont habitués à taper en fait dans une barre de moteur de recherche, ils ne sont pas forcément habitués à naviguer par une arborescence spécifique à votre activité dans votre domaine associatif, parce que généralement quand vous mettez nos actions agir, oui, agir, mais pourquoi, dans quel but, dans quel objectif, ça ne va pas forcément leur parler. Et le public que vous avez est aussi un consommateur similaire à un consommateur du site de e-commerce, c'est-à-dire qu'il va vouloir pouvoir trouver de l'information rapidement, pouvoir se dire, moi je veux profiter des activités de l'association, mais je ne veux pas passer 50 ans à trouver un événement ou à trouver le lieu dans lequel va être l'événement, ou à trouver en fait l'activité ou le contact spécifique par rapport à l'événement. La barre de moteur de recherche et la fonction en fait recherchée est essentielle au projet web, et donc il faut effectivement mentionner, même si ça paraît évident, que votre site web au démarrage il est fait pour
il est fait pour consulter de l'information, il est fait pour rechercher de l'information, il est fait pour modifier de l'information, il est fait pour contacter. N'oubliez pas qu'en fait le contact avec vos interlocuteurs est très très pertinent. Et ce que je voulais vous dire en termes de fonction, c'est-à-dire qu'il va falloir vous poser la question de savoir, de la même manière que rechercher, contacter, ne faites pas juste en fait un formulaire de contact. Donnez la possibilité à vos publics que sur n'importe quelle page qui est relative de l'événement, de l'information, ils puissent retrouver en fait un contact relatif à l'association, c'est-à-dire une adresse mail, un bouton contact qui lui permet d'accéder directement au mail de l'interlocuteur. J'entends par là les fonctions sont dédoublables, redoublables, triplables en fonction des pages, puisque votre public et votre utilisateur est pressé et qui veut consulter de l'information et qui veut accéder à cette information de manière intelligente. Je vous ai mis les principales fonctions en fait, d'un site web, donc priorisez-les et essayez de vous interroger en fait, pour quel contenu et pour quel public va être quelle fonction. Vous pouvez donc les classer par grand domaine. Donc vous avez en fait la production. Donc est-ce que mon site web, c'est moi qui vais produire le contenu de mon site web, ou est-ce que en fait il va falloir que quelqu'un soit spécialisé dans la production de contenu pour pouvoir l'alimenter? L'exploitation, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un autre qui va l'exploiter? Sous quel moyen, sous quel domaine? Est-ce que l'interface d'exploitation en fait, du site web va être simple ou va être plutôt en fait compliquée? Dans ce cas-là, est-ce qu'il va falloir que je prévoie une formation complémentaire? La consultation, donc on en a parlé, consultation, consulter l'information sous toutes ses formes, ça peut être en fait de l'information directe hébergée sur le site web, ça peut être en fait de la vidéo qui est hébergée sur YouTube, mais un lien en fait externe vers un autre site vidéo. Ça peut être un certain nombre d'autres médias associés à votre site web. Ne pensez pas le digital comme quelque chose de statique en fait. Vous pouvez l'ouvrir sur un certain nombre d'autres domaines externes, et notamment en matière de contenu audio, vidéo, images. Vous avez des moyens gratuits en fait, de pouvoir élargir en fait, vos contenus, même s'ils ne sont pas tous condensés en fait, sur le même site. Souvent, sur des sites associatifs, on nous colle 3-4 images relatives au voyage. Votre utilisateur, il ne va pas forcément vouloir voir 25 images relatives à l'événement. Vous allez lui mettre une image parlante, un mini-texte. Faites pas un texte d'une page parce que en fait, votre public ne va pas lire en fait, pendant 5 minutes le texte. Mais renvoyer vers d'autres sites pour de l'information complémentaire, parce que peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir en fait, s'intéresser à un sujet précis, vouloir visionner en, fait, en intégralité une vidéo promotionnelle ou une vidéo d'activité que vous avez vue dans votre domaine associatif. Faites du teasing. Voilà. Donc c'est ça ce qui vous amène aux fonctions en fait, de diffusion. Comment vous allez diffuser? Bien sûr, le site web sert à héberger du contenu, mais en fait, la diffusion, ça va être comment toucher vos publics de différentes manières. N'attendez pas à ce qu'ils viennent sur votre site web directement. On parlera de la question du référencement et la question des partenaires que vous pouvez créer en fait, par rapport à votre site web. N'hésitez pas à vous faire référencer dans les réseaux associatifs, à vous dire que potentiellement la ville qui héberge votre association est amenée à communiquer autour en fait, de vos activités associatives. En matière de digital, les numériques ont tous un site web, ils peuvent renvoyer en fait, vers vos associations. Le principe en fait, c'est d'avoir le plus de liens externes pour que votre utilisateur qui souhaite s'impliquer dans votre association ou utilise les services de votre association puisse vous atteindre, savoir que vous êtes là et utiliser en fait vos services. Valoriser, j'entends par là, effectivement on a parlé déjà en fait du site web statique. Valoriser ce que vous faites, ça peut être en fait de la participation à un événement qui est relatif juste à une mission ou une activité de votre secteur. Et là vous prenez une photo avec votre smartphone et vous dites voilà
association, le CADR a participé à l'atelier Web Association. Effectivement, on a peut-être un petit problème de batterie, donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Valoriser et déployer donc vos activités, vos moyens, ce genre de choses. Et donc, dans le PowerPoint, je vous ai mis un exemple d'action de fonction liée à l'alimentation et à l'actualisation. Alors, pour vous faire simple, les fonctions, en fait, vous les formulez toujours en fait par des verbes. C'est-à-dire que vos fonctions, en fait, contacter l'administrateur réseau, va être présent en fait dans telle page de consultation. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que votre développeur, il ne veut pas un roman en fait. Celui qui va créer votre site web, même si c'est potentiellement vous, il va falloir que vous vous souveniez de ce que vous avez voulu faire, dans quel objectif et en fait pour quels moyens. Je vous insister aussi sur la notion en fait, du cahier des charges comme un outil qui va perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'un site web, il est amené à vivre, il est amené à être modifié, il est amené à être restructuré au fur et à mesure du temps. Si vous concevez correctement en fait, votre cahier des charges au démarrage de manière pertinente, et du coup, il va pouvoir vous suivre en fait, sur les 5-10 ans à venir. Et vous saurez toujours au démarrage d'où vous êtes parti et où vous voulez aller. Notamment, puisque sur la partie fonctionnelle qu'on voit aujourd'hui, vous êtes amené aussi à réfléchir à votre positionnement et à votre stratégie associative à long terme. Les fonctionnalités sont donc classées par mon domaine et on voit aujourd'hui, même si ça arrive à la fin du cahier des charges après la partie technique, la partie administrative. C'est-à-dire que si vous êtes en relation avec un prestataire ou si par exemple vous êtes en relation avec un bénévole, il faut quand même mentionner un certain nombre de conditions de réalisation. Donc les conditions d'exécution du contrat ou du projet, c'est la mise à disposition de locaux, c'est-à-dire par exemple votre prestataire, est-ce qu'il va réaliser votre site web au sein en fait, de votre association ou est-ce que ça va être fait à distance? Est-ce qu'en fait, il va avoir un certain nombre de réunions avec des collaborateurs ou avec des publics cibles? Est-ce que en fait, vous allez travailler en termes de livrable sur je vous donne le cahier des charges et au bout de 3 mois, vous me donnez un site web clé en main? Je ne vous le conseille pas. Parce que l'idée, c'est quand même de vérifier que soit votre prestataire, soit la personne qui réalise le site web comprenne bien ce que vous avez rédigé. J'entends par là, si c'est deux personnes différentes, si ce n'est pas vous qui rédigez le site web et qui ne connaît pas votre secteur associatif et votre secteur d'activité, il faut quand même en fait, qu'ils prennent conscience de ce que vous voulez à la fin. Donc faites des étapes de mi-parcours. Et ça s'intègre dans le cahier des charges au démarrage. C'est-à-dire que si vous voulez un point toutes les 2 semaines, tous les mois, même si c'est l'heure du point téléphonique, vous pouvez le mettre dans le cahier des charges. C'est même conseillé. Parce que ça vous oblige aussi à être régulier, récurrent et à pouvoir modifier un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément été claires ou énoncées de manière correcte dans le cahier des charges au démarrage. Essayez de donner un ordre de temps au calendrier. C'est-à-dire que, en fait, les rapports de mi-étape, rapport final, la livraison, le paiement par rapport en fait, à la livraison du cahier des charges, ce genre de choses. Et le planning de disponibilité des ressources, en gros, sur le cahier des charges, il va falloir en fait, on a bossé sur les contenus éditoriaux, sur les thématiques, il va falloir lui fournir en fait un contenu éditorial type par catégorie pour qu'il puisse en fait concevoir correctement le site web et voir si ça colle au niveau technique, au niveau en fait ergonomique, au niveau de la charte éditoriale et au niveau de la charte graphique. Vous avez les conditions administratives et contractuelles. Donc là, je pars vraiment du principe que vous pouvez aussi potentiellement en fait, donner aux prestataires un certain nombre de conditions, c'est-à-dire que
si vous apercevez que votre cahier des charges, en fait, fonctionnel et technique n'est pas clair, que vous avez oublié, mais alors oublié un utilisateur qui est venu, ou un public, ou une dizaine de personnes qui est venu, ou on a fait un événement qu'on n'avait pas fait avant et on veut absolument mettre ça en valeur dans le site web, il va falloir aussi inclure dans le cahier des charges la possibilité de pouvoir modifier à un moment donné une partie qui va s'inclure sous une autre. Donc, notamment si c'est un prestataire, indiquer les conditions de modification et les modalités de demande informationnelle, c'est-à-dire à quel moment le prestataire va pouvoir vous joindre ou à quel moment la personne en fait, qui réalise le site web va vous rejoindre dans la semaine. Soyez très pratico-pratique. C'est-à-dire que si vous savez que vous consacrez votre temps au site web et aux réponses en fait, du prestataire le lundi matin de 9h à 11h, mettez les horaires. Si c'est un jour, mettez le jour. Si c'est en fait à un moment donné ou une date donnée, mettez la date donnée. Les modalités de paiement, c'est obligatoire lorsque vous engagez un prestataire. Et les propriétés des développements réalisés, j'entends par là si il y a un développement spécifique à votre association, posez-vous la question de la propriété du développement. Parce que s'il est spécifique à votre association, et si vous voulez monter en version, ou si vous voulez le modifier, il va vous faire en fait soit payer, soit potentiellement, si c'est un autre prestataire qui reprend le projet, il va falloir en fait pouvoir avoir l'information préalable. Donc le cadre de réponse du prestataire, là c'est dans le cadre d'une prestation, c'est-à-dire le minimum à demander au prestataire pour que vous sachiez qu'il est quand même en fait, un expert du domaine ou qu'il est compétent en fait, sur la création de sites web. Vous lui demandez en fait, de décrire son offre de service, donc la manière dont il va concevoir votre site web, la démarche d'intervention, sous quel système, par quels moyens, qu'est-ce qu'il va utiliser. S'ils sont plusieurs, ça dépend de l'ampleur en fait, de votre projet web. Si vous avez en fait l'ampleur de votre budget, c'est-à-dire est-ce que vous avez un budget de départ et que vous êtes gardé une enveloppe en disant vous, si ça dépasse, ça va être ça. Les clauses complémentaires, donc la facturation, le paiement, les garanties, la durée de validité de l'offre. Et les annexes, donc vous lui demandez un certain nombre, les trucs basiques, le CV, ce qu'il a fait, notamment en termes de développement graphique, ce genre de choses. Je vous ai mis une checklist du cahier des charges pour vérifier que votre cahier des charges est bien conçu. Donc vous allez regarder s'il est cohérent. Relisez. Souvent, en fait, on a tellement la tête dedans que quand on relit un cahier des charges, on s'aperçoit qu'en fait, on a mis la même fonction 2 fois. Et là, on se dit, ok. Peut-être aussi éviter de trop vouloir séparer les publics, c'est-à-dire que si vous avez vraiment un public qui est bien identifié, vous ne cassez pas la tête à répertorier en termes d'âge, en termes d'activité, ce genre de choses. Simplifiez au maximum, soyez cohérents. Faites-le relire par des non-adeptes du web. C'est ceux qui vous diront en fait le mieux là où ça coince et potentiellement ce qu'ils n'ont pas compris. Et notamment en termes de relecture, ce qui marche le mieux aussi, c'est d'éviter de le faire relire au public et aux bénévoles puisqu'ils connaissent extrêmement bien votre activité associative et qui ne vont pas voir forcément les incohérences liées en fait à votre cahier des charges. La traçabilité, en fait, on a parlé de contenus éditoriaux, on a parlé en fait de support, de public. Posez-vous toujours la question en fait de l'objectif. Pourquoi je communique? Pour quels moyens? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile en fait de mettre du contenu qui va devenir redondant, qui va être actualisé de manière mensuelle, semestrielle, hebdomadaire, ce genre de choses. L'objectif. Il faut toujours qu'il y ait un objectif derrière en fait une fonctionnalité de votre site web. La maintenabilité. Votre site web va vous servir donc vraiment tout au long en fait
du long de votre activité et vous permettra donc d'évoluer vers d'autres versions, de restructurer certaines parties, mais de savoir en fait quel était votre cœur de projet associatif, et notamment dans le domaine du digital. Prioriser les fonctions, prioriser les exigences. Ne vous dites pas forcément, eh ben moi je veux telle et telle fonction, ce serait super qu'ils puissent communiquer, qu'ils puissent partager, qu'ils puissent avoir un réseau en fait d'échanges, de collaboration, ce genre de choses, mais posez-vous la question en fait de vos moyens, de qui va gérer votre site web, du temps que vous avez à consacrer à votre site web. La question souvent importante dans le monde associatif, c'est que vous avez déjà en fait beaucoup d'activités pour votre part et que vous rajoutez un projet web dessus. Est-ce que en fait, quel temps vous allez pouvoir y consacrer, qui va pouvoir en fait collaborer au sein de votre projet web et de quelle manière? Et si ça peut durer dans la durée. Votre cahier des charges donc, doit décrire votre site web pouvant être créé, consulté, mis à jour et supprimé. C'est donc les 4 grandes fonctions essentielles. Et c'est ce que vous devez obligatoirement en fait, mentionner dans le cahier des charges au démarrage en termes de fonctionnalité.